parler de ces salariés qui lancent leur entreprise sans démissionner. Side project, asso, entreprise, un bon moyen pour tester une idée, pour gagner plus, mais aussi pour répondre à un besoin d'impact que notre travail ne parvient pas à alimenter. J'étais un petit peu la salariée modèle. Tout se passait bien, j'aimais bien mes managers, mon équipe et tout. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à créer mon podcast. Et c'est à partir de là qu'en créant le média, ça m'a ouvert des portes, qui aujourd'hui me rapporte près de 300 000 € de chiffre d'affaires par an. Faut-il en parler à son boss? Est-ce une bonne chose ou pas pour les entreprises? Tu peux pas non plus garantir à ton équipe que tu la garderas toute leur vie. Ça marchait il y a 40 ans. Parce que quand tu es manager, ton équipe te demande tout le temps, ça va être quoi ma prochaine promotion et ma prochaine formation? Finalement, quand tu es salarié diversifié, l'avantage c'est que tu prends en main ta propre formation et ça fait baisser un peu la pression sur l'employeur. Donc, quels sont nos droits en tant que salarié et surtout, comment bien concilier les deux pour lancer un side project qui a du sens et qui peut ramener plusieurs dizaines de milliers d'euros en fin d'année? On nous a vachement vendu le mythe de créer une start-up, faut tout plaquer. Pour en parler, j'ai aujourd'hui l'experte du sujet avec moi, autrice du livre Salarié diversifié, devenez entrepreneur sans quitter votre job. Flavie Prévost a lancé en parallèle de son job Le Board, un média qui est aujourd'hui devenu le premier incubateur solopreneur de France. Flavie, ravi de t'avoir avec nous. Alors d'abord, c'est quoi un salarié diversifié? Alors un salarié diversifié, c'est le terme que j'ai inventé pour parler de ces salariés qui lancent leur entreprise sans démissionner. Parce que tu vois, moi je trouve qu'on nous a vachement vendu le mythe de pour créer une start-up, faut tout plaquer, faut bosser pendant 3 ans dans son garage sans se payer. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça correspond pas trop à la réalité. Moi, je me suis lancée, j'avais entre mes 35 et mes 40, donc j'avais, tu vois, déjà des responsabilités financières et tout, ça me convenait pas trop. Voilà, salarié diversifié, c'est le fait de devenir entrepreneur, mais sans quitter son job principal, faire ça en parallèle, ce que certains appellent aussi en side business. Voilà, ça reprend un petit peu cette approche. Et du coup, donc forcément, on en voit quelques-uns. C'est quoi les principaux avantages pour le salarié? Alors, énorme avantage déjà, c'est la sécurité, c'est que du coup, tu as ton salaire qui tombe tous les mois et ça va te permettre d'amortir le risque de l'entrepreneuriat. Parce que le problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'entre l'idée que tu as et finalement le moment où tu vas gagner de l'argent avec, des fois, il peut se passer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et ça m'a été aussi inspiré ce livre parce que souvent en incubateur de start-up, quand je donnais des cours ou des coachings, je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs qui étaient au bout de leur droit Pôle emploi et qui n'avaient pas encore validé leur marché. Ils n'avaient pas leur product market fit. Et je me disais, oh là là, c'est tellement dommage d'avoir, tu vois, d'avoir tout quitté, leur taf, et au final pas encore monétisé. Donc c'est une façon d'éviter ça. Frustration. Voilà. Et puis, moi, je trouve que c'est une bonne façon de se lancer quand on n'a pas la meilleure idée, tu sais, l'idée du siècle. Parce que moi, c'était mon cas. En gros, j'avais envie d'entreprendre, mais je savais pas trop quoi faire. Donc, voilà, j'ai décidé de me lancer un petit peu. Et ça m'a permis de mûrir mon idée, de me rendre compte que c'est pas exactement ça que je voulais faire, de la faire cheminer. Alors que quand tu attends dans ton canapé d'avoir l'idée du siècle, en fait, sinon tu te lances jamais, quoi. Donc ça, on va en revenir à la façon dont toi, tu t'es lancé, parce que tu es une ex-salarié diversifié. Ce statut, est-ce que du coup, il a vocation à être provisoire? Alors, je vois un peu les 2 dans mon entourage. J'ai des gens qui sont lancés comme ça et qui maintenant sont complètement indépendants. Donc soit ils ont créé une boîte, une association, ils sont devenus freelance. Mais j'en ai aussi qui sont restés salariés parce que ce qu'on dit pas, c'est que c'est confortable d'avoir les 2. Tu vois, tu as d'un côté, le salaire parce que moi je suis génération, millennials, donc génération reconversion. J'ai plein de potes qui ont voulu se reconvertir, mais au final, quand ils ont vu ce qu'ils allaient gagner post-reconversion, ils ont un peu déchanté et souvent, ils ont fait le chemin inverse, quoi. Ils sont restés dans leur taf. Donc déjà, il y a ça. Et puis aussi, quand tu as ce petit côté entrepreneuriat à côté, ça te permet de retrouver du dynamisme dans ta carrière, en fait, de repositiver ton métier, puisque finalement, tu as ton petit kiff à côté. Et donc, t'es moins saoulé, tu vois ce que je veux dire, par ton métier principal, ça redynamise. Donc, je pense que c'est une façon de faire durer la flamme aussi. Voilà. Et donc, j'en connais plein qui sont salariés diversifiés et qui ne bougent pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'être entrepreneurs à 100%, soit parce qu'ils ne gagneraient pas assez. Donc voilà, c'est un choix aussi. Donc des salariés diversifiés à durée indéterminée, C'est des ça. gens qui ont des side projects à long terme, ça existe et qui gardent leur job. Ouais, parce qu'aussi, tu peux avoir
Par exemple, les side business, il y en a qui sont juste pour la rémunération, mais qui ne te passionnent pas. Donc, tu es content de les faire que en side, mais pas à temps plein. Ou alors, à l'inverse, voilà, si tu es un peu genre artiste, écrivain, ce genre de choses, tu sais, tout ça, c'était des salariés diversifiés avant l'heure. C'est souvent les grands romanciers, ils écrivent leurs bouquins en parallèle de leur taf, tu vois. Donc voilà, toutes les passions ou tous les side business ne rémunèrent pas non plus forcément assez. Et tu dirais quoi aux managers qui voient ça d'un mauvais œil? Alors, j'y ai souvent repensé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends la parole sur les solopreneurs, les indépendants, être libre en étant salarié diversifié. Mais avant, j'étais manager. Donc, certains pourraient me dire, dis donc Flavie, t'abuses un peu parce que quand tu étais manager, tu disais peut-être pas ça. Tu as retourné ta veste. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de mal à retourner sa veste. C'est parce que depuis, j'ai aussi découvert ce que c'était qu'un freelance, ce que c'était qu'un entrepreneur. Et je peux te dire que ça m'a fait du bien parce que j'ai découvert aussi ce que c'est d'avoir un impact du résultat sans forcément trop de temps passé. Donc, il faut vraiment décorréler la logique de je passe du temps où je suis là, je suis présentéiste. Ok, je suis là de 8h à 18h, enfin de 9h à 18h, mais j'ai pas un gros impact parce que je suis pas motivée à fond. Ça, c'est un peu en fait la figure de l'employé classique versus l'entrepreneur où en fait, même des fois en 1 heure de boulot, tu as des quantités astronomiques de travail parce que tu as les crocs, tu as envie de changer le monde et tout. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas que les managers voient ça d'un mauvais œil parce que souvent, ils ont peur de perdre leurs salariés. Mais c'est l'inverse ce qui va se passer. Parce qu'au contraire, un salarié frustré, il va chercher toutes les bonnes raisons de se barrer. Donc, il va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, changer de boîte et tout. Alors que si tu laisses la possibilité à tes employés de faire salariés diversifiés, déjà, on est d'accord que ce n'est pas censé être sur le temps de travail. Il y a un contrat de travail qui régule ça. Donc moi je le faisais le soir, le week-end, le midi, enfin tu Ouais, vois, sur tu ton peux temps quand même libre. trouver du temps sur mon temps libre. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a permis de rester plus longtemps parce que pendant 2 ans, j'ai fait salarié diversifié. Bah, c'est 2 ans de plus que je suis restée dans la boîte. Et j'étais contente, j'avais mon petit podcast à côté, ça me motivait. Et j'ai même utilisé aussi des compétences que j'ai apprises en entreprenant à côté dans ma boîte. Par exemple, j'organisais des lives avec ma communauté de podcast. J'en ai organisé en interne quand c'était le Covid pour fédérer les troupes. Donc tu vois aussi, je dirais aux managers qui nous écoutent que ça permet aussi d'enlever un peu de pression sur le management. Parce que quand tu es manager, ton équipe te demande tout le temps ça va être quoi ma prochaine promotion et ma prochaine formation et comment tu vas me motiver. Au bout d'un moment, tu as envie de leur dire écoute, prends-toi un peu en main. Tout ne doit pas dépendre du manager, toi être sur ses épaules. Donc finalement, quand tu es salarié diversifié, l'avantage c'est que tu prends en main ta propre formation et ça fait baisser un peu la pression sur l'employeur. Donc pour moi, c'est du win-win-win. Et bien sûr, faut aussi montrer qu'ils sont ouverts à ça, parce que sinon les gens vont le faire en cachette. Et là, du coup, ça sera peut-être pas win-win pour vous. C'est en fait pour le manager, c'est vraiment laisser l'autonomie au salarié pour qu'il puisse concevoir, dessiner son propre plan de carrière. C'est la meilleure des formations qu'on peut lui offrir en fait. Et surtout que tu es d'accord que l'employabilité à vie, c'est un sujet compliqué pour le manager, parce que tu sais bien que s'il y a une réorganisation, si on te demande de virer des effectifs et tout, tu peux pas non plus garantir à tes employés, à ton équipe, même si tu l'adores, que tu la garderas toute leur Ça vie. marchait il y a 40 ans, ça. Exactement. Donc je pense qu'on est conscient de ça. Les managers sont pas les derniers à être conscients de ça parce que même eux, ils peuvent se faire virer au moindre aléa de marché. Et d'ailleurs, souvent, les managers, c'est les premiers à être des bons salariés diversifiés parce que quand tu es manager, tu fais du réseau, tu peux donner des conférences, tu peux peut-être donner des cours dans ton ancienne école d'ingénieur. Et ça peut commencer comme ça. Et à mon avis, c'est idéal quand tu es manager parce que d'avoir une activité diversifiée va te faire percevoir comme étant même un meilleur professionnel que si tu n'avais pas de réseau et que si tu avais que ton job du moment. C'est clair. Et c'est carrément du coup une meilleure image aussi pour l'entreprise. Alors exactement, parce que j'ai interviewé une qui fait ça, qui s'appelle sur Instagram Power Ta Carrière, Sarah Zitouni. Elle est directrice de la stratégie et elle a son business à côté, son business en ligne. Et en fait, elle me dit, elle l'a négocié bien sûr, elle est aujourd'hui à 80%, mais en fait, son entreprise aussi l'utilise en disant, regardez, on promeut la carrière des femmes dirigeantes et en plus on leur laisse avoir un business à côté, etc. Donc c'est vraiment gagnant, gagnant. Ouais. Elle est dans l'industrie automobile. Pour elle, c'est très intéressant, sa boîte, d'avoir des femmes qui réussissent. Donc, tu vois, ils ont su s'arranger sur un modèle qui convient à tout le monde.
Et enfin, ça peut être l'un des meilleurs engagements RSE qu'une boîte peut prendre sur le niveau Exactement. sociétal. Et du coup, toi, Flavie, comme moi, j'ai une ex-salariée diversifiée. Ça s'est passé comment? À ce que j'ai entendu, tu étais un petit peu la salariée modèle. Alors effectivement, moi j'étais quand même j'avais un beau poste, tu vois? J'étais directrice commerciale France, chez Sixt, tout se passait bien, j'aimais bien, mes managers, mon équipe et tout, mais j'avais quand même envie d'entreprendre. Tu vois? Ça commençait à me titiller, alors je regardais, tu sais comme tout le monde, j'écoutais des podcasts d'entrepreneurs, je regardais des vidéos YouTube, mais bon, j'avais pas d'idée, donc je me disais pas: «Bah OK, je me barre, je vais négocier ma rupture conventionnelle pour entreprendre». Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à créer mon podcast. Donc peut-être, comme toi d'ailleurs, heu, Ça. j'étais passionnée de podcast. Je me suis dit: «Vas-y, je fais ça» et donc là, j'ai pas demandé l'autorisation parce que je me suis dit: «Bon, c'est comme un hobby. C'est comme si Ça. j'écrivais un blog ou un Un truc», blog. voilà et en fait, je savais pas que le podcast, c'est très entrepreneurial comme démarche parce qu'il faut, trouver, des invités, apprendre à faire, ça, potentiellement le financer, donc trouver des sponsors, heu et puis le faire connaître sur les réseaux sociaux, un peu comme tu ferais connaître un produit. Donc en fait, ça a été ma découverte accélérée de l'entrepreneuriat et une fois que j'étais lancée là-dedans, j'ai eu envie de plus et c'est à partir de là qu'en créant le média, ça m'a ouvert des portes. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert notamment le freelancing, le soloprenariat et enfin, ça m'a donné une idée de produit qui aujourd'hui me rapporte, à peu près 300 000 € de chiffre d'affaires par an. Tu vois, Ah ça a ouais. pris 5 ans, ça a pris 5 ans et donc pendant, on va dire 2 ans, j'ai pas du tout monétisé et quand j'ai senti que j'avais envie d'y aller et surtout aussi j'ai eu un deuxième événement, j'étais en congé mat pour mon deuxième bébé et ça aussi, c'est des signaux auxquels il faut être attentif parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de négocier son départ de retour de congé mat que de le négocier dans un autre moment moins favorable pour l'entreprise. Donc, je me suis dit, bah allez, c'est un petit signe, les planètes sont alignées, let's go, j'y vais. Et grâce à ça, j'ai pu me lancer avec la rupture conventionnelle et surtout avec 2 ans de podcasting avant, qui m'avait permis, mine de rien, de faire des choses utiles dans l'entrepreneuriat des temps modernes, comme par exemple prendre la parole sur LinkedIn ou tu vois, des choses comme ça qui sinon m'auraient mis des mois et des mois Ouais. d'apprentissage pour peu de résultats. Ou de suite, tu gagnes des années d'avance. Exactement. Et du coup, enfin, faut qu'on revienne là-dessus. Donc, ça fait 5 ans depuis que tu as lancé ton podcast et où tu étais un petit peu la salariée lambda. En 5 ans, tu passes d'un petit podcast à un business de 300 000 € par an avec 2 enfants qui arrivent. Donc, je pense que tu t'ennuies pas. Tu disais au début, j'en ai pas parlé parce que un podcast, c'est comme un blog. À quel moment tu en as parlé à ta direction? En fait, j'avais peur d'en parler parce que je pensais qu'ils allaient me dire que j'étais démotivée, tu vois, par ce que je faisais. Ouais, Alors tu mets un que pied dehors. voilà, alors que moi, au contraire, j'ai toujours aimé faire des trucs à côté, tu vois? Et souvent, c'était pour le travail, ça m'a été bien utile, faire des réseaux, aller voir des conférences. Quand ça marchait pour le boulot, enfin, tu vois, c'était pas critiquable en vrai. Je sais pas, donc je l'ai pas dit, ça m'a donné confiance et après, c'est que quand j'ai voulu négocier mon départ, que là, j'ai dit: «Bah, voilà, moi, j'ai envie d'être freelance». Être freelance, ça va pas être facile. Il va me falloir, enfin, ça va me faire baisser mon salaire et cetera. Donc ça me faciliterait énormément la tâche pour me lancer, que d'avoir des bonnes conditions financières pour pouvoir partir. Tu vois, j'avais un plan B. Je crois que quand tu pars pour entreprendre, tu peux aussi toucher le chômage. Enfin, je sais pas dans quelles conditions, mais donc j'avais quand même un plan B et c'est que là que j'en ai parlé, tu vois? Qu'à la toute fin, quand j'étais sûre que j'allais négocier mon départ. Mais par contre, il y a plein de salariés diversifiés qui en parlent, en fait, avant. Par exemple, écrire un livre, lancer leur podcast. C'est plein de façons de faire qui sont pas du tout, menaçantes pour l'employeur. Donc en vrai, moi, si j'avais juste eu mon podcast et que j'aurais pu faire, vivre grâce au sponsoring, j'avais même pas besoin de démissionner. C'est juste que moi, je voulais vraiment partir, devenir freelance, faire d'autres trucs. C'est pour ça que j'en ai parlé, mais sinon j'aurais pu combiner. Donc après, tu vas nous parler de ce que tu as fait ensuite. Mais du coup, ta double vie cachée, combien de temps elle a duré au final? Alors je dirais pas caché parce que je l'ai pas caché, c'est juste que j'ai pas demandé l'autorisation. J'ai fait, tu sais, le fameux truc, sans permission. C'est-à-dire, vaut mieux demander pardon que demander la permission parce que parfois, en fait, et puis j'avais regardé mon contrat.
fait, le contrat de travail, il n'exclut que 2 choses. C'est, la concurrence, donc tu as pas le droit, j'aurais pas pu être freelance pour, Europcar, tu vois? Ça, c'est clair. Ouais, parce que tu étais chez Sixt pour, Voilà, et donc tu dois pas être déloyal vis-à-vis de ton employeur. Mais bon, avoir un podcast sur le leadership ou je sais plus ce que c'était au début, c'était pas déloyal. Et puis le deuxième truc, c'est la clause d'exclusivité, mais ça concerne souvent les activités payantes parce qu'ils vont pas légiférer tes loisirs. Si tu as envie de faire du foot, tous les soirs et tous les week-ends, tu manques pas d'exclusivité vis-à-vis de ton employeur. Donc voilà, donc c'est juste que je l'ai fait discrètement parce qu'au début, je savais pas comment en parler. Tu sais, à l'époque, LinkedIn, c'était vraiment un outil pour recruter dans ton équipe et tu représentais vraiment ta boîte. La marque personnelle n'existait pas trop, quoi. Moi, j'étais vraiment un intitulé de poste là-bas. Et après, j'ai vu aussi que les gens détachaient les deux, c'est-à-dire qu'il y avait moi, Flavie, l'employé, mais il y a aussi moi, Flavie, la personne. Qu'est-ce que je pense des choses? Et c'est ça, la marque personnelle, le personal branding. Donc, à un moment, j'ai pris mon courage à deux mains et une fois par semaine, j'ai posté mon petit post LinkedIn sur l'épisode de la semaine que je publiais en me disant, il faut quand même que j'en parle avec l'invité pour le remercier. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis voilà, là, j'ai croisé mes collègues ou le DRH et tout qui m'ont dit, ah, bah, sympa ton podcast, je savais pas que tu avais un podcast, point. Tu vois, c'est pas aller plus loin parce qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Voire même plus tard, j'ai eu beaucoup de questions. Oui, moi aussi, je veux lancer mon podcast. Moi aussi, je voudrais faire comme toi. Comment t'as fait? Et c'est ça aussi qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Et donc, tu en parles, du coup, c'est au bout de 2 ans que tu en parles, c'est ça? Je me permets d'interrompre cet épisode pour vous présenter la mission d'RS Podcast. Moi, c'est Marco et mon boulot, c'est d'aider les femmes et hommes à mission à porter leur impact au niveau supérieur. Ici, je reçois celles et ceux qui m'inspirent, entrepreneurs, bénévoles et salariés, me partagent leur mindset et meilleures stratégies pour grandir et accélérer le progrès. Pour ne rien perdre, abonne-toi sur YouTube ou en podcast et inscris-toi à la newsletter pour obtenir le récap dans ta boîte mail. J'en parle au bout de 2 ans, donc quand ton projet en tête, il est vraiment clair dans ta tête. Ensuite, donc, il se passe quelques mois pour que tu aies ta rupture et que tu voles de tes propres ailes. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Ben après, je me suis mise à freelancer. Parce qu'en fait, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que il y a plein de business models qui sont adaptés aux salariés diversifiés ou adaptés à se lancer en solo et à faire vite de l'argent. Et souvent, c'est pas créer le nouveau Doctolib de je sais pas quel truc. Non, ça marche pas quand tu es salarié, ça demande trop de ressources. Donc pour moi, le freelancing, c'est un des modèles que je conseille. Tu vois, on a toujours une expertise. Moi, j'étais directrice commerciale, j'ai fait des journées de directrice commerciale externalisée. Ça m'a permis de faire du chiffre d'affaires direct, sans site internet, sans produit, rien. C'est ça, donc c'est important aussi, quand tu es salarié diversifié, on a l'impression que un side project, c'est forcément quelque chose de virtuel, en ligne. Quel type de business model, quel type de métier on peut faire en side project? Alors, dans ceux qui me semblent les plus faciles, il y a donc freelance. Par exemple, je sais pas moi, tu es responsable de création de contenu dans une boîte. Tu peux créer du contenu pour une autre boîte pas du tout concurrente de la tienne. Et ça, tu peux le faire le soir, le week-end et tout, parce que c'est asynchrone. Donc, t'es pas obligé d'être chez le client la journée. Tu peux faire du conseil. Ça se fait beaucoup, ça, de plus en plus, du consulting à l'heure. Moi, je me rappelle quand j'étais directrice commerciale, on m'écrivait pour me dire vous connaissez tel secteur, est-ce que vous accepteriez une consultation payante? C'est rémunéré 200 € ou 300 €, je sais plus. Donc ça, c'est simple, tu ouvres un calendrier et tu vends ton expertise. Si tu as une expertise de niche, ça marche très bien. Par exemple, tu es ingénieur en je sais pas quel domaine ou développeur en chef sur tel langage et tu vas aider des gens qui ont besoin d'expertise rapide. Donc tu vois, tu fais 2 heures par semaine à 200 € hors taxe. Ça te fait 800 € à la fin du mois. C'est pas mal du tout. Tu gagnes 80% de ça en micro-entreprise. Donc, tu as fait compléter ton salaire de 500-600 € par mois. Franchement, c'est bien. Et après, il y a le média, comme tu fais toi, ou par exemple, ça pourrait être créer une newsletter payante sur son domaine d'activité ou créer un podcast qu'ensuite on va monétiser. C'est-à-dire, souvent, on va trouver des partenaires, des sponsors. Ça, c'est très bien dans le B2B, quoi. Si vous avez une expertise hyper, hyper précise,
Par exemple, vous savez parler d'un truc qui intéresse les DRH, les sponsors, ils seront très intéressés pour payer un sponsoring à quelqu'un qui dit: «Moi, dans ma communauté, j'ai 500 DRH hautement qualifiés». Ça a plus de valeur en sponsoring que, je sais pas, de parler d'animaux de compagnie parce qu'en fait, c'est un peu trop même des cibles, grand public. Donc voilà aussi, ça s'appelle la création de contenu, monétisé ou la création de médias et ça, je trouve que c'est assez pratique parce que pareil, ça peut se faire à d'autres moments que sa journée de travail. Donc, privilégier des activités asynchrones ou alors qu'on peut faire, voilà, facilement en dehors de la journée de travail. Et du coup, donc tu te lances en freelance. Aujourd'hui, c'est plus exactement ton cas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est quoi la suite? Ben en fait, moi, au début, mon podcast était un loisir. Donc vraiment, je parlais de freelancing, mais juste pour apprendre à être une meilleure freelance. Bon, voilà. Et à côté, je faisais des missions de freelance pour me payer, quoi. Et puis au bout d'un moment, les gens se sont intéressés à mon podcast de plus en plus et m'ont demandé, il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant: «Est-ce que tu peux m'envoyer le lien vers ta formation? Ça m'intéresse et tout» et j'avais pas de formation. Donc je me suis dit: «C'est vrai que je pourrais peut-être faire quelque chose» et donc c'est là que j'ai compris que je pouvais transformer le média en produit et c'était l'ancêtre, enfin les débuts de ce que j'ai construit qui aujourd'hui s'appelle l'incubateur solopreneur et en fait voilà 5 ans plus tard, je me suis dit: «Bah, tous ces outils que j'ai créés, toutes ces méthodes, je pourrais aider les gens à se lancer en solopreneur, qui est quand même un format un peu nouveau d'entrepreneuriat. Tu es d'accord qu'aujourd'hui, tu tapes, ça n'existe pas. Donc je voulais créer pareil qu'un incubateur de start-up, mais adapté à l'individu et c'est ce que j'ai fait, voilà, donc ça m'a pris peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'ai fait plusieurs versions aussi, ça c'est important à dire aux salariés qui nous écoutent, c'est que c'était pas tout de suite un truc génial à 300 000 €. D'abord, c'était un guide écrit sur Notion avec ma méthode que j'ai vendu 400 € hors taxe. Ensuite, j'ai vendu une cohorte, une promo de 7 personnes pour suivre cette méthode-là. J'avais vendu 1 000 € la place pour 7 personnes et puis après ça s'est transformé et puis après à chaque fois j'ai rajouté des trucs, ensuite j'ai tourné des vidéos, après j'ai pris un outil pour les héberger et maintenant c'est un espèce de gros truc où sur abonnement tu arrives, il y a tout dedans, il y a les templates, il y a des lives toutes les semaines et tout, mais c'était pas ça au début. Donc aussi voilà, faut se dire que quand tu te lances, tu fais d'abord une chose qui te rapporte 10 €, ensuite tu montes les prix, ensuite tu l'améliores, et cetera. Et après cette chose, ce 10 € devient 20 €, 100 €, 200 € et c'est comme ça que tu fais du business. Toi, tu peux pas avoir la bonne idée ou le produit parfait dès le départ. Itérer, itérer, itérer à petits pas. Et du coup, aujourd'hui, tu es plus seul dans cet incubateur. Vous êtes combien de coachs et experts là-dedans? Alors, moi, je suis quand même solopreneur dans le sens où j'ai pas d'associé, parce qu'aussi dans mon ADN, c'est ce qui j'avais envie à l'époque, quand je voulais entreprendre, on m'avait dit: «Mais tu es folle, tu peux pas entreprendre toute seule, il te faut un associé». Donc ça m'avait fait repartir pour un tour ça, de doute, d'hésitation. J'avais cherché dans mon carnet de Idée contacts. préconçue. Ah ouais, non, mais avec qui je pourrais m'associer? Je trouvais pas, donc bon, j'ai dû perdre 6 mois encore. Donc moi, je dis: «On peut entreprendre seul». Et par contre, j'ai des freelances qui m'aident, à bosser avec moi et surtout, bah, comme je suis toute seule, je me suis bien entourée et donc tous mes anciens invités de podcast ou des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai constitué un petit pool et ils sont une cinquantaine et c'est ces gens-là qui font des office hours, donc du coaching pour, mes élèves. Quand ils ont besoin de trucs experts, hop, j'ai un catalogue et je les mets en relation avec ces personnes-là. Donc tu vois, c'est mieux qu'une école parce que j'ai pas besoin de payer les profs et tout ça. C'est juste s'ils ont des heures de coaching, là, je vais les payer. Mais voilà, c'est plus agile aussi comme façon d'entreprendre. Ouais, plus agile, plus libre aussi pour toi et les experts, les coachs avec qui tu t'entoures. Et aussi, ça permet aussi de créer plus de valeur parce que tu as moins de barrières pour t'entourer des meilleurs et qui soient en France ou ailleurs. Donc, l'incubateur aujourd'hui, donc c'est comme un incubateur de start-up, mais vraiment pour les solopreneurs. Tu as lancé aussi, donc autre solopreneur full-time, et tu as lancé aussi l'incubateur pour les salariés diversifiés. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Et en fait, le salarié diversifié, c'est ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. En gros, je lui apprends vraiment à trouver une bonne idée, enfin trouver la motivation de se lancer, trouver une bonne idée simple. Sortir du bois, oser, prendre la parole par exemple sur LinkedIn au hasard et puis s'organiser parce que trouver au moins 1 heure par jour pour faire son entreprise
Et surtout, ce qu'il va trouver, c'est des gens comme lui. Parce que comme c'est quelque chose qu'on fait un peu en secret, parfois, c'est pas facile de trouver des pairs. Donc voilà. Et c'est pas pareil. Tu vas pas à une soirée d'entrepreneurs parce que les entrepreneurs, ils sont entrepreneurs à temps plein, ils ont pas du tout le même problème que toi. Ils doivent C'est pas un autre assurer monde. un taf à côté. Donc c'est ça que je leur procure. Et donc on fait des lives ensemble. Je leur corrige leurs exercices. Tu vois, si besoin, je sais pas. Je leur donne confiance aussi. Et puis je leur explique des business models aussi qui sont faciles pour se lancer. Donc c'est ça. Et puis après, quand ils seront prêts, ils pourront aller dans l'incubateur solopreneur à temps plein. Et là, toutes les semaines, on a des sujets, je sais pas, des trucs plus pratiques, tu vois, genre construire ma page de vente de mon produit, comment fixer ses prix en freelance, voilà, des choses comme ça qui sont un petit peu plus experts. Là où je vois vraiment la valeur, c'est sur cette façon d'itérer, en fait, cet état d'esprit itératif que quand on est seul, si on n'a jamais eu un projet entrepreneurial, c'est pas évident d'avoir ça quand on a toujours été salarié. Et aussi cet aspect de communauté, de développer un entourage où, comme tu dis, on est un peu un ovni quand on fait ça, même dans son cercle d'amis. Alors aujourd'hui, ça devient de plus en plus commun, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui vivent le même quotidien. Aujourd'hui, tu as accompagné combien d'entrepreneurs avec cet incubateur? Bah, écoute, j'ai à peu près 300 incubés en ce moment, tu vois, c'est des abonnés annuels et il y a une petite centaine qui est salarié diversifié, donc un tiers. Ah ouais, donc un sur 3, et c'est un salarié diversifié. Les je trouve c'est dingue toute l'industrie de la formation, du coaching des entrepreneurs. Aujourd'hui, enfin, en extrapolant, un client potentiel sur 3, c'est quelqu'un qui est salarié. Beh, je pense parce que, tu vois, moi, c'est à ce moment-là que je me formais le plus sur l'entrepreneuriat paradoxalement. Parce qu'après le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, mais tu as plus le temps. C'est Tu es ça, toujours en train c'est de ça. devoir ton temps, il a vachement plus de valeur parce qu'il faut que tu prospectes, faut que tu fasses des missions, que tu signes des tu factures. Et quand tu es salarié, tu te plains que tu as pas le temps, mais tu as quand même plus de temps pour te former parce qu'au moins tu reçois ton salaire à la fin du mois, même si tu as passé 3 jours en formation. Exact. Donc tu disais, c'est abonnement annuel. Quelqu'un qui est salarié, qui nous écoute, qui s'intéresse, ça, c'est sur une période de 3, 6 mois, 2 ans, illimité, cet incubateur, cet accompagnement. Bah, écoute, je suis pas encore complètement arrêtée parce que comme je le disais, il faut faire des tests et tout. Donc pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que pour les salariés diversifiés, j'ai fait ces 400 € à vie. Enfin, tu vois, il n'y a pas de limite quoi pour accéder. C'est une sorte de petite formation et tu es dedans, tu la suis quand tu veux. Parce que je voulais pas bloquer les gens parce que je sais que parfois les gens ils vont me dire ah ben là j'ai un gros rush de boulot, ben donc les 3 mois ça tombe pas. Donc il n'y a pas de limite de temps. Et après l'incubateur, c'est un abonnement annuel pour, voilà, tu le prends en début d'année et il se finit en fin d'année. Comme ça, tu es sûr que tu vas participer parce que ça force aussi les gens à se former, tu vois? Toute l'année régulièrement parce que après le freelance, il a un autre problème, c'est qu'il est trop occupé en mission client et qu'il se force pas. Donc c'est 2 pricing différenciés, j'essaye toujours de m'adapter à tu sais, de me rappeler ma vie d'avant. Qu'est-ce qui aurait été le plus facile pour moi à combiner si j'étais salariée? Et clairement, salarié, ce qui est bien, c'est plutôt des vidéos, des forums et puis des replays parce qu'on peut pas se libérer, si j'ai une réunion, jeudi à midi, je peux pas venir au live du bootcamp. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'ai organisé les choses, mais on verra si ça change demain et c'est pour ça que j'ai fait un livre aussi parce que je me suis dit: «Voilà, peut-être que ça te donne, ça vulgarise», tu vois? Ça t'explique ce que c'est. Alors que solopreneur, ça peut faire un peu peur. Là, je t'explique, voilà et puis après si tu as envie, tu viens dans la communauté et là tu es vraiment prêt, tu vois? Tu trouveras des gens dispo pour partager un peu tes galères et ton quotidien. Donc, du coup, un salarié qui veut tester son projet, ça serait donc de commencer à se former, à itérer ton conseil. Et ben, moi, ça serait, tout bête, j'allais dire, c'est enfin tout bête. Ce serait de prendre, d'arriver à trouver 1 heure par jour et d'utiliser cette heure-là pendant un petit laps de temps, tu vois? Pendant, allez, un mois, tu vois? Voir si ça tient. Parce que si déjà, au bout d'1 semaine, tu l'as fait qu'1 fois, je pense pas que tu es très motivé par le projet. Il faut quand même être assez motivé. Donc voilà, ce serait trouver ce temps-là pour faire quelque chose et après, si tu veux faire quelque chose et que tu as pas d'idée, moi, ce que je conseillerais, c'est l'approche média, c'est-à-dire de parler de ton expertise. Donc moi, j'étais experte en direction des ventes,
en vente additionnelle, j'aurais pu écrire des articles sur ça. Voilà. Parce que du coup, ça te permet aussi de trouver une idée de business après. Et souvent, la bonne idée de business, elle n'est pas à l'opposé de votre travail. Elle a plutôt un rapport avec ce que vous saviez faire avant. Ouais, En fait, c'est plus ouais, simple. Et c'est pas votre expertise que vous aimez pas. C'est peut-être votre contexte ou votre manager ou le votre boîte du secteur. moment. Mais souvent, vous aimez ce que vous savez faire en fait parce que vous êtes passionné par ça. Donc, commencez par votre passion, écrivez des trucs dessus, postez-les où vous voulez, peut-être sur Medium ou d'autres trucs plus discrets ou des newsletters si vous voulez pas aller tout de suite sur les réseaux sociaux. Et essayez de voir si vous arrivez à écrire. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à écrire un article par jour, un post par jour sur Instagram sur le sujet du leadership. Et c'est ça qui s'est transformé ensuite en podcast. Et ce podcast, je ne l'ai jamais arrêté pendant 5 ans. Donc, cibler sa passion et la partager, c'est aussi ce que je conseille à mes étudiants. J'enseigne en IAE, école de commerce. Certains me disent, OK, mais on sait pas, à part envoyer des CV, on sait pas quoi faire. Publie. Peut-être, par exemple, moi, c'est en RSE, marketing. Il y a bien un domaine qui te passionne plus qu'un autre. Partage du contenu là-dessus et tu vas être identifié petit à petit comme référent, comme expert là-dessus. Mais tu as tellement raison parce qu'en fait, moi, le premier effet qui se coule là que j'ai eu quand j'ai fait ça, c'est que j'ai eu plein de démarchages de chasseurs de tête. Alors que c'est pas ce que j'attendais. Mais je me suis fait Ouais, contacter beaucoup plus parce que je pense que c'est ça. je devais être beaucoup plus visible dans le lot. Ils ont dû se dire, bah si, en plus, elle maîtrise son taf et en plus, elle a le temps de faire un podcast qui est plutôt la classe, quoi. C'est quelque chose de positif, en fait, pour des employeurs. Donc tu boostes ton employabilité, que ce soit pour des employeurs ou des futurs clients, mais Carrément. dans tous les cas, tu attires. Et un, un manager qui se retrouve face à un salarié diversifié, comment on peut, est-ce qu'il y a un playbook, une méthode pour gérer ça? Mais écoute, bon, il y a un cadre. Donc, si tu penses que ça déborde du cadre et tout, faut le rappeler, tu vois, parce que tu je sais pas, par exemple, tu pas le droit de le faire pendant tes horaires de travail ou avec l'ordi du bureau, enfin des trucs comme ça. Bon, ça peut permettre de cadrer le côté légal. Par contre, sinon, si tu veux utiliser ça comme une force, moi, je dirais plutôt, raconte-moi ce que tu apprends dans ton truc à côté. Est-ce qu'il y a des compétences qu'on pourrait tester, tu vois? C'est-à-dire chercher plutôt le côté transfert de compétences plutôt que de se dire ouah là là, il utilise son énergie et tout ailleurs. Oui, mais qu'est-ce qu'il trouve ailleurs aussi qu'il pourrait ramener dans l'entreprise? Moi, par exemple, l'usage des réseaux sociaux, j'avais fait un truc très concret après. C'est que dans la foulée, on avait formé tous les commerciaux de Sixt à prendre la parole sur LinkedIn, mais des trucs pas chiants, plutôt des trucs motivants pour faire du social selling et donc leur apprendre à tirer des leads. Bon, bah ça, je pense que j'aurais moins été motivée à le faire si j'avais pas compris l'avantage que ça avait aussi pour moi. Ouais, et puis d'être formé aussi par quelqu'un de sa boîte, par une collègue, ça amène aussi quelque chose de particulier. Et, Exactement, et pour la boîte, elle s'économise à l'échelle, c'est facile, des milliers d'euros. c'est clair. Donc du coup, tu as ton livre, Salarié diversifié, devenez entrepreneur sans quitter votre job, on peut le retrouver où? Alors pour le moment, on peut le retrouver que sur Amazon. Alors je sais que ça fait toujours un peu tâche dans les trucs d'impact, mais je t'explique pourquoi. C'est parce que comme je suis solo, j'ai pris une plateforme où je pouvais auto-éditer et puis faire les corrections au fur et à mesure en fonction des fautes que je voyais et tout ça, tu vois? Et mais là, j'ai une amie qui m'a montré aussi comment on peut le faire référencer, dans les librairies. Donc voilà, c'est en cours. Pour le moment, c'est que sur Amazon, mais j'ai fait la démarche pour que ça soit dispo dans les librairies, bientôt. Sans passer par un éditeur. Sans passer par un éditeur. Je savais pas que c'était possible. Faut C'est acheter un ISBN, je crois, c'est un peu enfin, c'est comme une taxe, en fait, que tu payes quand même. Et du coup, il va pas faire l'effort commercial de développer ton truc. Ce sera à toi d'aller voir les librairies pour dire, voilà. Mais en tout cas, ça peut permettre, d'organiser, je sais pas, des dédicaces ou des choses comme ça. tuyau. Mmh. Et tu viens aussi de lancer ton émission Solo Nation. Donc là, tu es passé un cran au-dessus. Donc c'est plus le petit podcast qu'on écoute sur Spotify. C'est vraiment la grosse émission YouTube. Est-ce que tu peux en dire deux mots?
Carrément. Surtout, je pense qu'il y aura le premier épisode que j'ai lancé, il pourra plaire aux salariés qui nous écoutent parce que c'est le sujet que j'ai pris, c'était est-ce que les pires salariés font les meilleurs entrepreneurs? Et donc, comment en fait on peut utiliser nos défauts aussi pour être un bon entrepreneur? Et il n'y a pas que les qualités qui comptent parce que parfois vos défauts, ils sont utiles aussi pour gagner de l'argent et tout ça. Et donc là, c'est juste mon idée, c'était vraiment qu'on ait un espace de conversation entre nous parce que parfois on se sent un peu seul, qu'on soit salarié diversifié, freelance, un petit freelance. Tu sais, moi, mes collègues d'avant qui me disent alors comment ça marche ton petit business de freelance? Et en fait, on est un peu encore pas des hors-la-loi, mais cette façon d'entreprendre là, c'est pas la C'est un face qu'on voit ovni. dans les magazines. Ouais, Et donc, ouais. mon envie, c'était de dire qu'on n'est pas seul, on est des millions. Et donc, de faire des plateaux avec des entrepreneurs comme nous, qui nous ressemblent, qui galèrent, qui nous racontent leurs trucs. Et on raconte sans filtre, on prend des gros sujets, en fait, de cette façon d'entreprendre, et puis on en débat sans filtre. Donc, par exemple, je vais avoir est-ce que c'est la fin des formations en ligne, oui ou non? Ou est-ce qu'on peut encore gagner de l'argent avec ça? Bon, ça sera un sujet de débat. Ou encore, voilà, je sais pas, sur le sujet, est-ce qu'on peut vivre de sa passion, par exemple? Donc, voilà, on met ça sur la table et on en discute et sur YouTube. Donc vraiment, on mettra le lien en dessous de l'épisode parce que c'est un immanquable. Donc peut-être le Solo Nation, le prochain, le prochain slogan de la prochaine présidentielle après l'ère des startups. La Startup Nation, c'est Ouais. terminé. Maintenant, c'est la Tu as, Solo Nation, les gars. tu as C'est fini. déposé le nom? J'ai déposé le nom en français, ouais, sur l'activité radiophonique, mais pas en programme présidentiel, hein. Mais je pense pas qu'ils prendraient ça en programme présidentiel parce que Ouais, Solo, non. c'est un peu olé olé quand même, hein. Ouais. Et sinon, Flavie, si tu avais un podcast, un livre ou quelqu'un à suivre là-dessus qui peut inspirer un salarié diversifié. Mmh. Alors, j'ai peut-être un livre à te recommander, moi, qui m'avait énormément décoincée. Je suis sûre que tu le connais. Ça s'appelle «Montrez votre travail» de Augustine Cléon. Ouais, Donc c'est un ouais. petit livre très, très chouette avec des schémas et tout. Moi, j'adore les artistes. En plus, c'est une de mes sources d'inspiration. Et en fait, pourquoi ça m'a décoincée? C'est qu'ils disent que c'est toute la tendance du build in public, c'est-à-dire construire son projet en public, ne pas attendre que votre podcast soit parfait avant d'en parler, etc. Et je trouve que quand tu es salarié diversifié, ça fait beaucoup de bien parce que quand on est salarié, au contraire, on nous a dit que si tout n'était pas parfait, ça serait jamais validé en COMEX, il fallait toujours relire 12 000 fois les mails avant de les envoyer. Là, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout ça, c'est complètement l'inverse. Si vous attendez de vous relire 17, vous ferez pas d'argent et quelqu'un vous aura pris l'idée et un autre fera mieux que vous. Donc moi, il m'avait été très thérapeutique et c'est pour ça que dans beaucoup de ce que je construis, mon podcast, ma newsletter, je raconte pas mal aussi mes coulisses. Et voilà, c'est pas parfait, mais on avance. Donc si ça peut vous aider à vous défaire d'un syndrome que j'avais beaucoup, moi, qui était vraiment la bonne élève, j'espère que ça vous plaira. Ouais, mais franchement, je recommande aussi. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul moyen si on veut avancer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et du coup, Flavie, si on veut te retrouver, on passe par où? Par le board? J'ai toutes mes ressources, c'est sur leboard.fr, donc podcast, émissions et tout. Et sinon, ma machine à café, comme ça me manque quand même parfois du salariat, c'est sur LinkedIn que je l'ai reconstitué. Donc Flavie Prévost, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous avez entendu cet épisode. Super. Ben, merci pour avoir fait l'effort de parler pendant aussi longtemps avec ta petite extinction de voix. Je sais pas si les gens l'auront entendu. Tu étais en tournage hier? Non, même pas, mais écoute, je sais pas, voilà, c'est les aléas du podcasteur, hein, c'est que voilà, ta voix, c'est ton outil de travail, donc parfois tu tires un peu sur la corde. Super. Ben, je te remercie, Flavie. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous repartez des idées plein la tête. Pour remercier mon invité et rendre ce contenu accessible au plus grand nombre, c'est très simple. Abonnez-vous et déposez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très vite.